Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce jeudi 15 novembre sur voilà, le petit live qui consiste à commenter un petit peu le tracker de la Golden Globe Race. Donc là on en est à bientôt 137 jours de course et on peut observer voilà, que la flotte évidemment est très très étendue. Alors c'est assez sympa parce que visiblement il y a des petites modifications qui ont été faites sur cette application et les couleurs m'apparaissent plus pastel. Il y a des petites modalités qui ont changé comme le toggle roller qui en fait utilise aussi une petite ligne qui donc se met entre les deux points de mesure de distance entre les bateaux. On va l'utiliser tout de suite, ça va nous permettre de voir un petit peu quelle est la distance aujourd'hui qui sépare Jean-Luc Vandened de Mark Slatz. On se souvient qu'avant l'avarie de Jean-Luc Vandened, donc qui a résulté par donc des damages, je parle en anglais maintenant, des dégâts dans le mât qui l'ont obligé à monter déjà 5 fois donc pour sécuriser donc la situation. Cet écart était de 2000, d'un peu plus de 2000 milles et aujourd'hui, bah, quand on regarde, voilà, il est alors bon, il y a toujours un petit peu de variation à quelques dizaines de milles près en fonction de là où on pose le curseur, mais en tout cas, voilà, il est descendu à un peu moins de 1400 milles. Donc voilà, ça a quand même beaucoup réduit, c'est encore conséquent, mais ça redéfinit un petit peu quand même le scénario qui était jusque-là idéal pour Jean-Luc Vandened. Donc si on s'intéresse un petit peu aussi à la distance qui sépare Mark Slatz de Courant de Mât, là on voit qu'on est à 1500 milles, donc ça c'est un écart qui est relativement stable. Et ensuite, si on s'intéresse à l'écart qui sépare Oukou de Souzy, voilà, on a un peu moins de 400 000. Et entre Souzy et Isvan Kopar, on est à 200 000. Donc voilà, ça s'étend sur quasiment toute la largeur du Pacifique. Et on a un peu plus loin Tapio Lehtinen, lui qui est toujours en mer de Tasman. Il en a dépassé largement la moitié. Et ensuite, au-delà de toute la largeur du continent australien, eh ben, on rejoint nos deux derniers concurrents qui sont Mark Sinclair. Voilà, Mark Sinclair, lui, il est à 2267 000 de... Alors évidemment, là encore, c'est toujours un peu à la louche. De Tapio Lehtinen et Igor Zaretsky, lui, se trouve à 800 000 de Mark Sinclair. Donc on voit que Mark Sinclair, quand même, a fait une belle... il s'est bien détaché de Igor Zaretsky parce que pendant un moment, ils étaient quand même très très proches l'un de l'autre. Donc il y a eu une petite accélération, si on peut parler de vitesse concernant la progression de ces deux bateaux, qui, vous le voyez, sont quand même dans le sillage virtuel de Sueli ici, donc qui, 50 ans avant, était quand même plus rapide qu'eux. Mais bref, ils sont toujours en course, ils sont toujours là, et vous voyez, on va commencer par eux, tiens, pour changer un petit peu. Si on regarde la météo, là, ils sont dans un système relativement, là, on voit que Marc est dans une bulle de haute pression, pendant que Igor, lui, est dans un flux de nord-nord-ouest, mais bon, visiblement pas très puissant. Voilà, il marche à 2 nœuds, pendant que Marc Sinclair, lui, est scotché à un peu plus d'un nœud. Et si on regarde la météo qui va les accompagner ces jours suivants, on voit que voilà, ça va passer au nord pour Marc Sinclair, faiblement. Mais bon, ça devrait lui permettre d'avancer. Petit à petit, il va se faire rattraper voilà, par ce vent de nord, nord-ouest, qui devrait lui permettre d'avancer vers l'est et de rejoindre enfin les côtes australiennes, son pays d'origine, et de s'arrêter eh bien, alors c'est difficile d'estimer le nombre de jours, mais enfin bon, voilà,
dans peut-être 2 semaines voire un peu plus, à Hobart, où voilà, il compte, enfin, où il est obligé de s'arrêter et où il va peut-être s'arrêter plusieurs jours suivant ce qu'il nous a laissé entendre pour l'instant, à la fois à la radio et dans ses petits messages. Donc voilà pour Marc Sinclair. Si on s'intéresse à Igor, vous voyez, Igor il est ici, voilà, à moins de 2 nœuds. Bon bah là c'est pareil, lui il devrait bénéficier d'un bon vent de nord qui va passer progressivement à l'ouest, voilà, relativement fort et qui devrait lui permettre de faire de l'est, voilà, relativement, voilà, il va y avoir une rotation du vent qui va passer du nord au sud, mais ce sera toujours portant. Et donc ça devrait permettre des progressions relativement aisées vers l'Australie, vers le Cap Lewin, dans une mer, on va vérifier l'état de la mer aussi, relativement maniable. Aussi, voilà, il y a un petit peu de houle qui est générée par le vent qu'il y a sous les bateaux, mais qui reste relativement... enfin bon, il y a de la mer quand même. Il y a quand même pas mal de mer. Ok. Donc voilà, pas trop de vent, mais un peu de mer, mais bon, la houle, ça sera dans le bon sens pour avancer, ça aidera à pousser les bateaux. Si on remonte le long de la flotte, on voit que Tapio Lehtinen, je le signalais tout à l'heure, lui il a passé les 2/3 de la mer de Tasman, c'était relativement musclé. Il a même parlé de machine à laver pour la journée d'hier, qui était quand même relativement ventée. Là, ça s'est un petit peu calmé. Mais on voit que voilà, maintenant, il commence à approcher le sud de la Nouvelle-Zélande. Et on va se rapprocher un petit peu pour voir que voilà, il est actuellement au vent de travers. Non, il est légèrement au près. Et si on s'intéresse à la progression de la météo, on voit que ça va rester comme ça. Et au fur et à mesure qu'il va s'approcher du sud de la Nouvelle-Zélande, eh ben, malheureusement, le vent va être de plus en plus de face. Là, on voit qu'il vient du sud-est. Et, ben, pour la journée de demain, ça va être comme ça. Et voilà, alors, bon, heureusement, ça ne va pas durer très 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 longtemps. Voilà, si on vient à la journée de demain, voilà, c'est ce que ça donne. Donc il va y avoir un petit passage un petit peu compliqué de transition, là, avec du vent faible, etc. Et après, il va se faire rattraper quand même, donc à partir d'après-demain, par du vent portant. Et donc là, ça devrait lui permettre d'approcher la Nouvelle-Zélande relativement facilement. Donc voilà, il va y avoir une zone de transition là, de aujourd'hui à demain qui va être un petit peu, qui va le ralentir un petit peu, mais après ça devrait quand même s'arranger et rendre la progression plus facile. Si on s'intéresse maintenant au peloton du milieu, hein, qui est emmené par Ukuranma, suivi de Suzy Goodall et Istvan Kopar, eh bien, on se rend compte que également, bah, lui, Uku, aujourd'hui, voilà, il arrive à se maintenir à 4 nœuds et demi en bordure là, de cette zone de haute pression, pendant que Suzy Goodall et Istvan Kopar, eux, ont des bons vents de nord qui les permettent, vous voyez, Suzy, elle marche bien, hein, plus de 7 nœuds sur les bateaux de la Golden Globe Race, c'est quand même une bonne vitesse. Et Istvan Kopar, lui c'est pareil, il est à 5 nœuds 8, mais bon, l'escale moins longue qu'il a eue à Hobart lui a permis de se rapprocher un petit peu de Suzy Goodall. Mais Suzy n'est pas décidée du tout à se laisser rattraper, bien au contraire, elle est plutôt en mode chasse avec Uku Ranma et finalement la distance qui les sépare, qu'on a évoquée tout à l'heure, elle est quand même à l'échelle d'un tour du monde, pas très très grande, donc il peut se passer encore beaucoup de choses dans ce petit groupe-là. Donc si on s'amuse à regarder la météo qui va les accompagner les jours suivants, on voit qu'il risque d'y avoir des petits effets accordéon, parce que là, par exemple, Istvan risque d'être ralenti quand même pas mal
par cette petite zone de transition qui va générer des vents faibles. Alors ça va pas être très très long, mais voilà, ça peut permettre aussi de ralentir. Et après, on voit que c'est Suzy, elle, qui sera touchée par ce petit effet par cette petite bande là de transition. Donc il devrait y avoir un petit effet accordéon où István est ralenti un petit peu à l'avantage de Suzy, et après ce sera l'inverse, c'est Suzy qui sera ralenti un petit peu à l'avantage d'István Kopár, pendant que Uku, lui, finalement, bon, il devrait avoir une progression, voilà, en bordure sud là, de ce système de haute pression qui devrait être relativement continu, en tout cas s'il reste à cette latitude. Mais on voit que voilà, dans les jours suivants, bon, là, après en fonction de la progression des bateaux, mais sur la carte, ils n'avancent pas très très vite d'une journée à l'autre. Si Uku devrait s'en sortir pas trop mal, derrière, pour Suzy et pour István, ça va être très très perturbé en termes de flux. Ça va être relativement compliqué. Et d'ailleurs, on peut... Oula, ça s'emballe. Attention, attention, attention. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors attendez, on va reprendre un petit peu de largeur, voilà, pour se recaler sur nos amis du peloton du milieu. Et ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est que tout à l'heure avec Tapio, on n'est pas allé très très loin, mais quand on progresse dans la météo, on voit qu'il risque d'arriver dans le sud de la Nouvelle-Zélande avec pas mal de vent. Donc ça, ce sera à suivre également, mais ça s'annonce relativement... L'entrée dans le Pacifique pour Tapio Lehtinen s'annonce relativement musclée. Voilà, on observera ça de plus près dans le week-end, mais c'est ce qui se profile pour lui. Mark Slatz, Mark Slatz, depuis qu'il est rentré, lui, dans le Pacifique, apparemment, il s'éclate. Hein, il envoie toujours des messages en disant que la navigation se passe bien, que même si des fois la météo diffère un petit peu de ce qui est prévu, c'est quand même relativement aisé et ça progresse très très bien. On voit que ça lui a permis de remonter sur Jean-Luc donc par rapport au problème que le leader a eu, mais malgré tout, Mark Slatz, au-delà de ça, progresse très très bien et prend beaucoup de plaisir, et c'est assez sympa de le constater parce que c'est ce qu'il espérait, ou en tout cas, quand il a fait son escale à Hobart, il a bien mentionné qu'il était très content d'entrer dans le Pacifique parce que pour lui, c'était à partir de ce moment-là que son tour du monde, logiquement, devrait devenir un peu plus facile si on le comparait à son passage dans l'Indien. Bon, c'est ce qui se réalise pour l'instant, et a priori, quand on regarde la progression de la météo, voilà, il est suffisamment haut pour échapper aux coups de vent, et il va rester dans un flux de vent portant principalement d'ouest, voilà, et dans une mer, a priori, si on regarde la mer, voilà, qui sera formée, mais avec une houle dans le bon sens, donc qui va le pousser, une houle a priori relativement organisée, parce que c'est un système large quand même. Voilà, donc ça devrait être des belles conditions classiques du Pacifique pour bien le faire avancer vers l'est et continuer donc à remonter sur Jean-Luc. Et Jean-Luc, on va s'intéresser à lui maintenant. Donc Jean-Luc, vous voyez là, il est obligé d'obliquer un petit peu sa route vers l'est parce que le vent là, joue contre lui, et on sait qu'il a un gréement blessé qu'il évite de trop exposer au vent, au pré, au vent de face. Il évite de trop tirer sur son mât et surtout de naviguer dans une mer qui soit un petit peu qui fasse piocher le bateau et qui tire de façon assez sollicitante sur le gréement. Donc il a tendance à privilégier les allures de portant. Donc là pour l'instant, voilà, il descend autant qu'il peut, mais dès que le vent a tendance à passer un petit peu au pré, voilà, il prend des angles relativement larges pour moins solliciter son gréement. Donc là on voit qu'il est face à des vents de sud, donc lui il faut qu'il descende
voilà, dans cette direction-là, donc il fasse du sud, mais il est obligé quand même de prendre des angles un peu larges quand le vent est trop de face. Là, on voit que bon, ça va se rétablir un petit peu au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Le vent va passer à l'ouest, donc ça va lui permettre de refaire du sud relativement tranquillement. Simplement, on voit que là, la météo, petit à petit, va quand même se dégrader. Alors le vent reste portant, donc ça devrait pas forcément le gêner plus que ça, si ce n'est qu'évidemment ça va quand même accentuer voyez, la houle, et ça va faire grossir la mer, avec tous les risques que ça représente et qu'il a déjà eu à subir. Bon, alors évidemment, il va avancer petit à petit aussi, mais il devrait prendre quand même, voilà, après-demain déjà un premier coup de vent. Bon, ce sera opportun, là encore, dans une houle qui devrait être relativement organisée, donc relativement maniable. La crainte maintenant qui peut concerner donc le leader de la course, hein, Jean-Luc Vandenette, impressionnant leader à 73 ans, qui a toujours 1400 000 d'avance sur Mark Slatz. Si on avance dans le temps, au fur et à mesure que Jean-Luc progresse vers le Cap Horn, eh bien, il va être obligé quand même d'affronter plusieurs coups de vent, et notamment un gros qui se prépare. Vous voyez, si on s'intéresse à la carte du Pacifique, on voit que ça vient de loin, et petit à petit, voilà, ça va s'étendre avec des zones où le vent sera très très fort, et qui vont faire que l'approche du Cap Horn s'annonce très musclée pour Jean-Luc, et bon, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, sachant qu'il est avec un bateau quand même relativement, enfin fragilisé en tout cas. Voilà, c'est toujours un peu difficile d'estimer le degré des dégâts. Je pense que même lui n'est pas complètement sûr de jusqu'où il peut tirer sur son mât, mais en tout cas, les conditions météorologiques ne vont pas l'aider à préserver le matériel. Alors après, ce sera un petit peu en fonction de sa progression, mais on voit bien que bon, il sera quand même dans un système perturbé. Donc voilà, ça c'est quand même des prévisions. Là, on est rendu au 22 novembre, donc beaucoup de choses peuvent changer d'ici là. Mais malgré tout, ça s'annonce relativement musclé dans tous les cas. Donc voilà pour ce petit point du jeudi 15 novembre. À partir de demain, je reprends les points écrits, mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir cette représentation visuelle qui est vraiment très jolie. Et on va terminer en regardant à quelle distance Jean-Luc Vandenette se trouve actuellement du Cap Horn. Et voilà, il sera bientôt, dans un jour ou deux, il sera à moins de 1000 milles du Cap Horn. Voilà, on approche du retour vers l'Atlantique. Voilà, même si la route est encore longue, ce sera quand même un gros cap symbolique. Et la poursuite d'une aventure immense pour ces marins qui sont partis, rappelons-le, le 1er juillet. Donc voilà, il y a près de 137 jours. Et pour conclure aussi, sur les petites marques symboliques, Suzy Goodall a passé l'antiméridien, donc voilà, elle est à nouveau dans l'ouest. Et quelque part, c'est quand on fait un tour du monde et qu'on revient vers la France, et ben c'est un peu les premiers signes du retour vers la maison. Les chiffres diminuent, voilà, ça donne, ça aide ça aide mentalement à réaliser finalement qu'on revient vers la maison. Donc ça sera nécessairement pour l'Anglaise qui a été très frustrée de s'arrêter au-delà de ce qu'elle espérait à Hobart, un petit motif de satisfaction supplémentaire, et on imagine que tous ces marins en ont bien besoin et se satisfont
tous ces petits signes qui marquent leur progression. Donc voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un point écrit.